Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Hello Aurélie, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode et pour le premier épisode de l'année 2025 aussi, même s'il a été enregistré en 2024, disons la vérité, pour parler d'un sujet d'humanité, d'intergénérationnel. Je pense que ça fait du bien en début d'année de commencer avec ces sujets-là. Mais avant de rentrer justement dans le vif de notre épisode, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour Charlène, écoute, je suis très très contente de commencer l'année 2025 avec toi, donc merci beaucoup de ton invitation. Donc pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Aurélie Viard et j'ai fondé la Chouette Funéraire, donc c'est une structure qui vise à accompagner, à sensibiliser sur les sujets autour de la mort, des obsèques, de la fin de vie, à travers un petit panel d'activités, donc je ne vais pas aller dans les détails maintenant. Et donc l'objectif aussi un peu plus sous-marin de la structure est de créer ou recréer du lien entre vivants, entre mortels, quoi. Mais peut-être je te fais un petit flashback de pourquoi j'ai décidé de monter ça et Allez, de vas-y. m'intéresser à... Donc J'aime moi, bien avoir justement le passif un peu et comment la personne en est arrivée à ces sujets dont personne ne veut parler. Exactement, ouais, non, je pense que c'est toujours un peu intéressant de comprendre. Donc moi, pour le petit flashback, donc j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'humanitaire et la coopération internationale, donc notamment dans les zones de conflit, post-conflit ou zones de catastrophes naturelles. Donc du coup, j'ai de fait travaillé pas mal dans un milieu où la mort et les deuils étaient finalement très présents, même si c'était pas du tout le centre de mon travail, hein. Donc déjà, je pense que ça a influé, ça a commencé à me faire pas mal réfléchir sur ces sujets. Et après, en parallèle, comme finalement pas mal de gens, je pense, j'ai été confrontée à la fin de vie et au décès de gens que j'aimais et dont j'ai eu à m'occuper également. Et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout, mais alors pas du tout préparée à ce qui allait me tomber dessus, quoi, parce que moi je viens d'une famille où malheureusement, comme beaucoup de familles, je pense en Occident, la mort est un sujet super tabou, donc on n'en parle pas, quoi, on n'en parle pas du tout. Enfin, on n'en parlait pas du tout, ça a un peu changé heureusement. Donc voilà un peu pour le pourquoi. Et puis il y a 3 ans, du coup, moi j'ai eu un diagnostic d'une maladie chronique qui est assez invalidante, donc qui a provoqué finalement mon retour définitif et à temps plein en France. Et je me suis dit autant profiter de ce retour inopiné en France pour finalement me former sur ces sujets qui m'intéressaient de plus en plus. Donc j'ai passé entre autres la formation de conseillère funéraire et de maîtresse de cérémonie. Et j'ai suivi pas mal de formations sur Internet, des formations à l'étranger, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de choix et beaucoup plus de sujets disponibles, notamment dans les pays anglophones. Et vraiment avec cette idée, en fait, de transmettre cet apprentissage d'abord à mes proches et puis en fait aussi au grand public, parce que je me suis dit que finalement, ça concernait tout le monde. Et donc c'est comme ça en gros que l'idée s'est développée petit à petit, quoi. Ça n'a pas été une décision du jour au lendemain. Tiens, je vais bosser dans le funéraire, mais c'est plutôt quelque chose qui s'est construit en fait en fonction aussi des besoins que j'ai eu moi-même et que j'ai relevés autour de moi. Des petites graines qui ont fini par germer parce qu'elles devaient germer et que le terreau était fertile. Ouais, exactement, ouais. Et justement, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, on est tous concernés par cette mort, on fera tous face au minimum à un deuil, voire généralement à plusieurs. Pourtant, on en parle peu. Je vais pas dire on n'en parle pas parce que, du moins toi et moi et d'autres personnes, d'ailleurs sur ce podcast, permettent de montrer qu'on en parle ou en tout cas d'offrir des espaces pour en parler à celles et ceux qui en ont envie, qui en ont le besoin aussi. Et du coup, on est tous des mortels. On dit souvent qu'on est des êtres humains, c'est vrai, mais on est des mortels. Donc, dans notre définition même, on porte notre finitude et on porte le fait qu'on est
pour mourir. Alors, le plus tard possible, la manière la plus douce possible. Hein, on a encore quand même cette image de cette belle mort où voilà, je vais m'endormir dans mon lit. Je souhaite à toutes celles et ceux qui nous écoutent, à toi et moi aussi. Bon, pour autant, on voit que dans la réalité, ça se passe pas pour autant toujours comme ça. Au contraire, même. Et c'est une expérience qui est inévitable, qu'importe le statut social qu'on a, qu'importe notre richesse, qu'importe notre pouvoir, qu'importe notre métier, qu'importe l'influence qu'on a pu avoir à petite ou à grande échelle dans ce monde. Et c'est justement en fait cette notion de solidarité, d'humanité et la mort comme un peu un facteur de rapprochement qu'on avait envie d'aborder ensemble. Ça te fait écho à quoi tout ça? Je te vois sourire. Oui, non, mais complètement, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Je sais plus qui appelait de façon la mort le grand égalisateur. Alors après, c'est vrai que même si on est tous confrontés, enfin de toute façon, il restera des inégalités sur la manière dont on a accès aux soins médicaux, au niveau de confort qu'on peut avoir dans notre fin de vie, au choix aussi qu'on peut avoir par rapport à notre fin de vie, hein, selon la législation de notre pays. Mais effectivement, comme tu dis, il en reste que c'est un peu l'expérience. Je pense que c'est l'unique expérience qu'on est sûr de partager avec tous les humains. En fait, parce y que même compris nos pires ennemis, même si j'aime pas cette notion d'ennemi, mais y compris avec les gens qu'on n'aime pas, on va tous au même endroit. Hein. Exactement, ouais, parce que je crois qu'il n'y a pas d'expérience, enfin, bon, à part la naissance, hein, évidemment, mais autant universelle, parce que même l'amour, il n'y a pas tous les êtres vivants qui connaissent l'amour, donc je pense que la mort est vraiment l'expérience la plus universelle qui soit. Et au-delà des humains, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de me dire que ça nous rapproche de la nature et des autres êtres vivants, qu'il ne faut évidemment pas oublier. Donc, en fait, c'est vraiment un égalisateur un peu à tous les niveaux de tout ce qui est vivant, quoi. Tout ce qui est vivant va mourir. Ouais. Donc, et j'aime bien, pour rebondir là-dessus et sur le pourquoi aussi de la chouette funéraire, du coup, c'est vrai que moi, j'ai vécu dans ma vie la mort plutôt comme quelque chose avant qui m'a isolée. Enfin, j'ai connu un deuil notamment assez jeune qui, du coup, m'a isolée. J'étais un peu toute seule avec ma douleur. Je savais pas comment l'exprimer. Enfin, un deuil, je sais pas si on peut dire un deuil mal fait, mais en tout cas pas assez fait, qui m'est revenu en boomerang bien plus tard dans ma vie. Et du coup, maintenant, j'aime bien cette idée finalement de voir finalement la mort et les sujets autour de la mort comme finalement quelque chose qui puisse être un vecteur de lien et de connexion entre êtres vivants. Pas seulement quelque chose qui nous isole, qui nous donne de la douleur et de la peine, mais quelque chose qui peut nous rapprocher entre vivants. Donc finalement, retourner complètement sur la tête cette idée de la mort que j'avais pendant la première partie de ma vie. Mais clairement, et enfin moi je sais que je le vois pas mal avec les personnes que j'accompagne, je pense que tu dois avoir le même constat aussi, mais même avec les personnes qui viennent témoigner ici au micro d'un deuil qu'elles ont vécu, que ce soit le décès d'un proche, le décès d'un être vivant pour y inclure nos petits animaux, ou pour un deuil symbolique, une séparation, un licenciement, une difficulté de vie, cette notion du lien et du soutien avec les proches, que ce soit la famille de sang, la famille de cœur, ou des familles qu'on se crée, je pense notamment au groupe de parole, au groupe de soutien, voilà, il y a cette notion de lien où ça apaise et ça fait terriblement du bien face à cet isolement justement dont tu parlais. Et peut-être ça peut être cette question, c'est comment on peut réussir à reconnecter les gens avec ce sujet universel déjà, puisque justement on le disait, il est tabou, même si ça se travaille. Et au-delà de reconnecter les gens avec ce sujet universel, c'est comment on peut reconnecter les gens entre eux grâce à ce sujet universel qui est la mort et qui est aussi le deuil. Oui, complètement, ouais. C'est ça, du coup, que j'ai vu qu'on voit pas mal dans les activités collectives que j'organise, donc par exemple des apéros mortels ou des ateliers dernière volonté. Donc on est d'accord que la plupart du temps, c'est quand même des gens qui déjà ont un prérequis parce qu'ils viennent volontairement à ce type d'activité. Donc j'ai pas non plus la prétention de dire que ça marche avec tout le monde, hein. C'est déjà des gens qui à la base ou qui ont été amenés par quelqu'un ou qui sont tombés dessus par hasard, ça arrive aussi, hein. Mais en règle générale, c'est des gens qui avaient en tout cas un petit intérêt ou une curiosité pour ces sujets, mais c'est vrai qu'il se passe à chaque fois des choses super belles parce que tu vas avoir des connexions entre des gens qui vu de l'extérieur n'avaient pas grand chose en commun, des gens des gens très jeunes, des gens âgés, des gens peu importe le genre, le milieu socio-culturel, en fait il va se créer des connexions entre inconnus et des connexions d'une qualité que tu vois finalement rarement dans la vie réelle, en fait. Où est-ce qu'on a dans la vie normale, entre guillemets, des espaces où on échange
de manière vulnérable, de manière intime, de manière vraie, avec des gens avec qui, sans doute, on ne partage pas les croyances, les valeurs, les modes de vie. Donc en fait, c'est vrai que ces liens qui se créent lors de ces activités comme les apéros mortels ou les ateliers collectifs, en fait, c'est vraiment des moments que je trouve, que je trouve fabuleux, quoi. Parce que Mais clairement. par le biais de, voilà, les craintes qu'on ressent par rapport à la mort, ou nos expériences de deuil, ou nos questionnements, tu vas vraiment créer des connexions extrêmement vite avec des personnes et des liens qui vont souvent en plus durer dans le temps. Donc des gens qui à la fin vont s'échanger les numéros ou se demander quel autre lieu ils fréquentent, enfin que tu sais qu'ils vont être amenés à se revoir plus tard. Donc c'est vraiment en général des très très beaux moments. Ouais. C'est ça, et j'aime bien, comme tu dis, l'aspect intergénérationnel. C'est que peut-être de base, une personne plus âgée n'aurait peut-être pas connecté avec une personne plus jeune, mais là, de par leurs histoires ou de par rien que le fait qu'elles traversent toutes les deux cette expérience de deuil, même si elles n'ont pas perdu le même type de personne, et donc du coup, ce n'est pas le même type de deuil, le même type de lien d'attachement, même si chaque deuil est unique, le fait de perdre un parent, ou le fait de perdre une amie, ou le fait de perdre un enfant, ça colore le deuil d'une certaine manière, et on va parfois plus se retrouver entre personnes qui ont perdu un enfant, qui ont perdu un parent, qui ont perdu un ou une amie, mais malgré tout, toutes ces personnes-là, dans des ateliers, comme tu dis, donc toi, avec les apéros mortels ou avec les apéros de la mort, pour celles et ceux qui me suivent, que moi j'organise avec Happy End, la dynamique étant la même, pardon, c'est vraiment de libérer la parole, en fait, sur ces sujets, et de créer des espaces de partage, des espaces d'écoute, des espaces de parole, où justement, moi j'ai proposé aussi un autre type d'événement qui va un peu plus loin et qui propose aussi une dynamique de coaching collective, et je les ai appelés les Let's Talk It Out, justement pour sortir un sujet du tabou et du silence. Et je le disais en disant, c'est là où la parole, là où les silences prennent la parole. Et on peut se dire, c'est un peu chelou quand même, pourquoi silence et parole dans la même phrase, mais c'est ça, parce que justement, exactement comme tu le dis, on se sent parfois l'élan de partager des choses à des personnes qu'on connaît depuis quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, qu'on n'aurait peut-être même pas partagé à nos propres frères et sœurs, ou à des amis, ou à des parents, parce qu'il y a cette notion de vulnérabilité, pour reprendre un terme que tu as donné, et ça, c'est fort, en fait. Enfin, moi, je trouve que quand j'anime ces espaces, ça me laisse toujours sans voix de la beauté et de la profondeur de ces moments, en fait. Ouais, puis aussi, je pense qu'il y a le fait de créer un espace bienveillant, sans jugement, qui est quelque chose qu'on va pas forcément retrouver facilement au sein de nos propres familles. Par contre, ce que je trouve aussi super intéressant, c'est il y a ce qui se passe pendant les activités elles-mêmes. Mais ce qui m'intéresse, alors j'ai pas des retours approfondis là-dessus, mais j'ai eu quand même quelques retours individuels de gens qui m'ont dit, après avoir participé à ces activités, où j'ai aussi 2 spectacles conférences, donc après que les gens aient assisté à ça, m'ont dit qu'en fait, ça leur a donné le courage et l'envie d'en parler au sein de leur famille ou avec leurs amis. Et en général, les discussions après cet événement-là, si les gens vont rejoindre des amis ou retourner vers leur famille, ils vont en parler à leurs proches. Et ça, je trouve ça super beau et super important. Et même si c'est pas l'objectif premier de ces espaces, où justement c'est pas des espaces familiaux, le fait que ça puisse ensuite débloquer quelque chose, je trouve ça fabuleux, quoi, du coup. Carrément, et parfois moi je l'ai même en amont, je sais pas si t'as aussi ce retour-là, rien que le fait que apéro mortel ou apéro de la mort, on met quand même deux mots qui semblent pas du tout aller ensemble, et moi j'ai parfois des gens qui me disent, voilà, j'ai dit, je sais pas, à mon conjoint ou ma conjointe, ou un ou une amie ou un collègue de boulot, que j'allais à un apéro de la mort ou un apéro mortel ce soir. Ils m'ont regardé en me disant, tu vas prendre une cuite? Non, je vais pas prendre une cuite, en fait, je vais parler de la mort. Ah ouais, d'accord, enfin c'est pas du tout la même réaction, et justement ça amène aussi des discussions, parce que je pense que ça attire la curiosité, ou ça questionne les personnes à qui on dit ça. Enfin, moi, je sais que quand j'en parle, les gens ils me regardent un peu chelou en me disant, qu'est-ce que c'est? Donc, du coup, ça donne envie d'en savoir plus. Parfois, tu sens que la personne, elle se ferme totalement du moment où t'as dit que non, t'allais pas prendre une cuite, mais que tu vas parler de la mort et du deuil. Et du coup, tu sens que la porte se referme alors qu'elle s'était ouverte, parce que ça semblait plutôt marrant, du moins dans l'appellation. Et après coup, il y a aussi justement cette création de lien, mais tu disais le mot bienveillant juste avant. Et je pense que parfois, il faut, parfois, assez régulièrement quand même, il faut avoir soi-même vécu une expérience de deuil, quelle qu'elle soit, pour comprendre ce qu'est le deuil, et pour avoir justement aussi des mots parfois bienveillants. On n'est pas éduqué, on pourrait l'être peut-être plus tard, et certaines peut-être
certaines personnes peut-être le sont parce qu'elles se sont intéressées à ces sujets, mais on n'est pas éduqué à consoler, à prendre soin, Mmh. à écouter, à rester en présence silencieuse sans projeter ses propres attentes ou sa propre expérience. Ah, mais tu devrais sortir, bah, tu devrais aller faire ceci, tu devrais aller faire cela. Ouais, mais en fait, t'as pas écouté ce que moi je voulais ou Mmh. ce dont moi j'avais besoin. Et justement, je trouve que de participer à des événements comme ça permet d'introduire ces sujets et ces discussions, comme tu le dis, et d'avoir on va dire, si je peux le dire comme ça, je pense que c'est un peu l'espoir que j'en ai, mais une culture du deuil qui petit à petit prend sa place dans la société, en fait. Mmh. Ouais, puis ça va aussi avec le du coup, enfin les règles. Oui, si, c'est des règles, enfin c'est un espace qu'on installe, comme je disais, de bienveillance et de non-jugement et de respect des opinions. Et c'est vrai que c'est des choses dont on a finalement pas trop l'habitude en fait de pouvoir émettre bah une expérience, un avis, mais qui ne concerne que nous et qui n'est pas en fait, qui n'est pas déposé pour être contredit par quelqu'un en face, quoi. Et c'est vrai qu'il y a peu, ouais, comme je disais, il y a peu d'espace en fait de parole comme ça dans la entre guillemets vraie vie. Donc Carrément. d'où l'importance, ouais, d'en créer de nouveaux, quoi. Puis c'est des espaces aussi où, enfin, on parle par exemple de croyances, je pense à l'aspect religion, où toutes les Mm, religions sont les bienvenues et où du coup potentiellement toutes les religions peuvent aussi se côtoyer. Et mm, ça aussi, je trouve ça beau parce que, bah, enfin, en tout cas sur l'aspect religieux qui reste quand même à l'origine de pas mal de conflits dans nos sociétés, bah, je trouve ça beau de pouvoir mm, bah, amener des personnes qui peut-être de base auraient eu des jugements ou n'auraient peut-être pas créé la rencontre et qui se rencontrent. Donc on parlait de liens, du fait que c'est un sujet universel, c'est un sujet qui est vecteur de liens, comme tu le disais tout à l'heure, bah c'est ça, et je pense que ça en montre en tout cas cet aspect-là. Est-ce qu'il y avait d'autres exemples? Tu parlais aussi des directives anticipées, qui est un sujet que je maîtrise beaucoup moins. Est-ce que tu veux nous en parler aussi de ce type de proposition? ouais, du coup, alors, ce que je propose également, ça plus du coup, j'ai des ateliers, donc, grand public, dernière volonté, notamment, même si je couvre aussi, donc, directive anticipée sur avant le décès, donc tout ce qui est du domaine plutôt décision médicale, si on se retrouve dans Ouais. l'incapacité de les prendre, et surtout l'aspect dernière volonté, donc tout ce qui vont être les décisions par rapport au devenir du corps après la mort, à la cérémonie, aux obsèques, à ce que vont devenir aussi nos possessions, les choses comme ça. Donc ça, c'est des choses que je couvre en atelier collectif. Je mets un gros accent sur un travail en fait sur les valeurs de vie des personnes. Parce que moi, l'idée aussi, une des autres idées derrière tout ce travail, c'est de faire revenir les gens à leur vie, quoi. C'est pas de parler de la mort pour parler de la mort, parce qu'en fait, au final, moi, ça m'intéresse assez peu la mort. Enfin, je veux dire, c'est un événement de notre vie, bah, je verrai bien ce qui se passe à ce moment-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, bah, du coup, c'est tout ce qu'il y a avant, hein, clairement. Et l'idée de ces ateliers, et finalement, encore une fois, c'est d'utiliser la mort comme un outil pour recentrer les gens sur leur vie, sur ce qui compte dans leur vie, quelles sont les valeurs, comment ils mènent. Ouais, j'ai appris ce livre parce que j'ai lu un bouquin il y a pas longtemps qui s'appelle 4000 semaines, Ouais. qui serait la durée moyenne finalement d'une vie humaine. Si on part sur 80 ans d'espérance de vie, ça représente 4000 semaines. Et je sais, quand tu entends le chiffre 4000 semaines, tu dis non, c'est pas possible, c'est trop court. Mais si, donc c'est vraiment ça. Mais du coup, voilà, recentrer les gens sur en fait comment on passe nos toutes petites 4000 semaines sur cette terre, et c'est en lien aussi avec le fait que bah, pas mal d'études ont montré que finalement prendre conscience de notre finitude, intégrer et accepter notre mortalité, bah, nous rendait plus altruistes, plus généreux, plus respectueux. Donc voilà, encore une fois, c'est comment utiliser la mort, les dernières volontés comme un outil pour recentrer les gens sur au final ce qui compte pour eux, mais qu'on a tendance à mettre des fois au second plan derrière les réseaux sociaux, la quête d'un bon travail, l'argent et tout ça. Donc, Carrément. Merci ouais. de le repréciser parce que c'est marrant, c'est en réflexion, enfin en lien avec une réflexion que je me faisais il y a quelques jours et que j'ai partagée sur les réseaux en me disant, mais quand je dis que je parle de la mort et des deuils, tout le monde me regarde en disant, putain, mais c'est déprimant, quoi. Enfin, pourquoi tu parles de ça? Mais en réalité, je veux dire, je suis pas thanatopractrice, je n'accompagne pas les morts. Mm, Je parle de la mort, mais pour parler de la vie et pour accompagner les vivants. Et comme tu viens de le dire, c'est que, enfin, moi, j'ai cette même vision et c'est pour ça que ça me faisait plaisir de partager cet épisode avec toi parce que, bah, en fait, oui, on parle de la mort, oui, on parle du deuil, mais pour reconnecter les gens à leur vie,
exemple des directives anticipées ou exemple des dernières volontés où on peut se dire mais c'est glauque de penser à sa propre mort, etc. Oui, mais c'est en se rendant compte qu'on va mourir et potentiellement avant ces 4000 semaines, même si je le souhaite à personne, ça reste une réalité. La probabilité, elle est pas toujours faible. Pareil, on pense toujours que c'est chez les autres. Et, oui, mais lui ou elle, il y avait ceci, cela, et moi, ça m'arrivera pas. Oui, jusqu'au jour où potentiellement je traverse la route, j'ai mal regardé, il y a une voiture qui passe. Enfin, en fait, c'est pas une probabilité qui est infime. Et du coup, en fait, ça nous reconnecte à la vie. Et ça, c'est peut-être au-delà du sujet tabou. Moi, je pense que c'est ce qui me tient le plus à cœur, en fait, de montrer et de véhiculer comme message. Et c'est ce que les gens ont encore du mal parce que justement, on s'arrête à, la mort, déjà, c'est la fin. Et en plus de ça, c'est glauque, enfin, c'est pas cool. Et donc, du coup, on va pas plus loin. Ouais. Mais je dis souvent cette phrase en disant derrière la peur, il se cache des choses magnifiques à condition qu'on ose aller les voir et qu'on avance avec cette peur. Si vous avancez avec la peur de ce que la mort vous fait ou de ce que discuter de la mort vous fait, je suis quasiment certaine, je vais pas dire à 100%, mais avec une probabilité qui est très très forte, qu'en fait vous reconnecterez davantage avec votre vie parce que vous allez vous rendre compte, personnellement j'ai 30 ans, je sais pas à combien de semaines ça équivaut, c'est quoi, c'est 57 semaines une année? Oui. Ça à peu près. Donc 3 fois 5, 15. Donc j'en ai déjà fait à peu près 1005. Donc en gros, j'ai déjà fait quasiment un tiers, quoi. Plus d'un tiers. Et quand tu le dis comme ça, tu te dis, ouais, mais du coup, sur les 2 tiers qui restent, j'ai envie de faire quoi? Et c'est là où ça nous reconnecte justement à la Exactement. vie, à nos envies et à ce qu'on veut faire. Ouais, puis même un autre point, par exemple, si on reprend l'exemple des directives anticipées, des dernières volontés. Donc tu peux dire, ouais, mais moi je m'en fous. Enfin, pour les dernières volontés, je serais mort. Ouais, mais par contre, tes proches, ils seront vivants. Voilà. Donc c'est aussi l'idée de se dire, en fait, c'est un cadeau également qu'on fait à nos proches en anticipant un petit peu, parce que, comme tu le sais aussi bien que moi, si ce n'est plus. Enfin, les deuils, c'est déjà extrêmement compliqué. Mais en plus, voilà, l'idée est de pas rajouter de la complexité et de l'incertitude à toutes les émotions déjà extrêmement fortes et difficiles qui prennent place pendant un deuil. Donc c'est Clairement. comment rendre la chose un peu plus fluide, en tout cas pour les vivants qui vont rester, quoi. Ouais. Et puis tu parlais tout à l'heure, certes, il y a le côté, qu'est-ce qu'on va faire de mon corps? Donc là, c'est moi, c'est mes décisions, c'est mon corps, et que si j'ai rien dit, c'est mes proches qui vont devoir décider de ça pour moi, parce qu'il va falloir donner une Exactement, réponse ouais. dans tous les cas, et que ça peut aussi influencer le processus de deuil. Parce qu'il y a des proches qui disent, est-ce que j'ai fait la bonne décision? Est-ce que c'est Exactement, ça ouais. que il ou elle voulait? Et parfois, ça insiste sur des points de culpabilité parce que justement, on ne savait pas, parce qu'on n'a pas osé en parler, parce qu'on avait peur, parce que parfois on n'a pas eu le temps aussi. Parce que, alors, je pense que c'est intéressant de le dire. Tu disais, ouais, je serais mort, mais parfois on attend aussi, c'est bon, j'ai 30 ans. Oui. Moi, je sais que personnellement, je les ai rédigés avec mon conjoint parce que, comme je le disais, la probabilité n'est pas infime que demain je traverse la route et que je m'en aille. Même si, voilà, j'aime bien la vie et que je trouve ça cool, mais si ça doit se passer, ça se passera et je pourrais pas le contrôler, en fait. Ouais. Et je pense que c'est important aussi d'avoir ces réflexions, pas juste de notre vivant, mais de les avoir, alors peut-être pas dès notre plus jeune âge, je vais pas abuser non plus, mais de les avoir, en fait, tu vois. Je me dis, on a des cours d'éducation civique, etc., quand on est jeune, au collège, au lycée, etc. Pour moi, c'est ce genre de pratique, et je pense que ça va nous faire le lien avec certains ateliers que tu mènes, c'est le genre de pratique qui serait saine et sereine et qui nous permettrait peut-être d'avoir moins peur de la mort et d'instituer une culture du deuil et de la mort, non pas pour le glorifier, il s'agit pas de glorifier la mort non plus, juste de lui faire une place, en fait, de lui faire une place dans la vie, et notamment avec les enfants ou avec les jeunes. Et je sais que c'est des ateliers que tu animes. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Ouais, bien sûr, ouais, non, parce que c'est un projet, que j'adore, hein. Donc c'est un projet qu'on a lancé l'année dernière, donc un projet pilote, donc avec le collège Jean Jaurès de Calais. Donc c'était à l'initiative d'Alban Baudouin, qui est professeur d'histoire-géographie là-bas, et que je te vois hocher la tête, que tu connais sans doute par son autre casquette de cofondateur de la sécurité sociale de la mort. Donc c'est lui qui m'a contacté avec cette idée de me dire, disons que je suis en collège, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'on fasse quelque chose là-bas? Donc on s'est creusé la tête tous les deux. J'ai fait énormément de recherches pour voir ce qui s'était déjà fait dans ce domaine en France, très peu.
pas grand-chose, enfin vraiment du très anecdotique. Mmh. Par contre, Québec, Canada, Belgique, il y a eu des petites initiatives comme ça. Donc on s'est un peu inspiré des retours d'expérience là-dessus. Puis on a monté 2 séances qu'on a menées donc l'année dernière. Vu que c'était un peu une phase pilote, on a fait ça avec une classe de sixième, une classe de troisième, donc pour toucher vraiment 2 classes d'âge assez différentes. C'était très flippant parce que alors moi autant parler de la mort, j'ai aucun souci. Par contre les ados me font flipper, donc c'était peut-être ça le plus flippant pour moi. Et ça a été super intéressant en fait et plein d'apprentissage, je pense pour tout le monde et moi la première en fait parce que je me suis rendu compte du fait que en fait même des jeunes de cet âge-là, donc des jeunes de sixième, portaient déjà énormément de questionnements, souffraient énormément du tabou autour de la mort au sein de leur famille, portaient déjà beaucoup de deuil. Donc pas mal de deuil à cet âge-là, souvent du deuil animalier. Ouais. Mais qui effectivement est un deuil à part entière, hein, clairement. Et également deuil de grands-parents, deuil même de personnalités connues, de professeurs du collège. Enfin, il y avait déjà énormément de matière en fait. Donc ça, c'était une des premières, pas découvertes. Hein, je m'y attendais un peu, mais c'est vrai qu'il y avait toujours cette appréhension de se dire est-ce qu'ils vont vouloir partager, parce qu'en plus on est dans un format classe. C'est pas comme un format apéro mortel où c'est un petit groupe d'inconnus, là c'est ta classe. Ouais, donc, là tu te dis ce que je dis, enfin surtout à cet âge-là, ce que je dis peut être un peu retourné contre moi et si je le dis, j'ai pas envie qu'on me le reclaque à la récré ou dans 2 semaines, quoi. Exactement, ouais. Donc là, on a fait d'autant plus gaffe à instaurer vraiment ce climat de confiance, de bienveillance, de non-jugement. Enfin, on a vraiment posé des bases très très claires là-dessus. Et c'est vrai que ça a très très bien marché, notamment au niveau des sixièmes. Finalement, les 2 heures de la première session n'étaient pas suffisantes, quoi, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions aussi qui est ressorti au milieu de la séance. Le plus beau truc, je crois que c'est qu'il y a eu, surtout c'est Alban qui connaît très bien ces classes-là. Tu vois, moi je les découvrais ces élèves-là, mais lui qui connaissait très bien m'a dit qu'il a vu des choses où, quand tu as eu pas mal d'émotions, certains élèves sont allés se voir entre eux pour se réconforter un peu. Il m'a dit en fait des garçons-filles qui n'avaient jamais parlé entre eux ou du coup se sont rapprochés, se sont soutenus, donc vraiment des très très jolis moments. Ouais. Donc on avait fait la première session en format chocolat chaud mortel. Trop chaud. Donc on avait fait venir du chocolat chaud, du chocolatier pour mettre vraiment un cadre, un cadre chaleureux. Et la deuxième session plus en mode atelier. Donc en gros pendant la première session on a relevé les questionnements, les interrogations principales. Les préoccupations qu'avaient des jeunes de cet âge-là, parce que je voulais pas arriver avec un programme imposé, je voulais vraiment être à l'écoute de ce qui les préoccupait, et en fonction de ça, du coup, j'ai préparé une session d'atelier participatif, mais un peu plus descendante, pour répondre à, en tout cas, une grosse partie de leurs très nombreux questionnements sur le sujet, quoi. Est-ce que tu veux nous faire part peut-être un peu dans les grandes lignes des questionnements ou peut-être des besoins, des attentes? C'était quoi un peu les messages qui ressortaient en fait de ce dont ils avaient besoin ou peut-être qu'ils auraient eu besoin aussi par le passé justement sur les expériences qu'ils avaient eues? Il y a plusieurs catégories, on va dire, de questionnements. Il y avait des questions très très matérielles sur les obsèques, donc déjà combien ça coûte, est-ce qu'on peut avoir un cercueil Hello Kitty, qu'est-ce que tu peux faire descendre. Enfin, en fait, alors mis à part le Hello Kitty spécifiquement, mais des questions qui finalement sont posées également par les adultes. Ok. Et après, très pratico-pratique en fait. Exactement. Il y avait pas mal de questions aussi, plus sur l'aspect vraiment technique de ce que deviennent les corps après la mort. Je pense que les séries américaines ont pas mal influé là-dessus, de dire la décomposition, comment ça se passe et tout ça. Donc après moi c'est pas mon domaine d'expertise, mais bon je leur ai expliqué dans les grandes lignes, puis l'idée est pas non plus de leur faire des cauchemars, hein. Donc non. mais voilà, de répondre de manière assez neutre et simple. Qu'ils aient une réponse en fait. Exactement. Et après, pas mal de questions, enfin des sujets dont on a beaucoup traité, c'est comment soutenir quelqu'un en deuil, comment soutenir. Et du coup, ça s'est vachement élargi. Alors ça, je l'avais pas forcément anticipé.
à comment soutenir aussi quelqu'un qui va mal en règle générale. Donc il y a eu pas mal la question du suicide en fait, qui est une question assez présente chez les adolescents. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal bossé pour la deuxième session. De toute façon, on est en lien avec l'infirmière scolaire. Et pour leur chercher des ressources. Alors moi, je suis pas de Calais, donc j'ai fait un petit travail de recherche de ressources pour les jeunes de leur âge sur Calais. Et puis pareil, même les lignes d'écoute, les sites internet, les chats d'écoute pour la dépression, pour le mal-être adolescent, donc des choses un peu spécifiques, ouais. Et puis du coup, on a fait un exercice, justement de se dire, réfléchissons ensemble quand il y a un décès où vous avez un ami qui a perdu quelqu'un. Comment nous, en tant qu'être humain, on peut le soutenir? Comment on peut être présent? Donc tu vois, on avait fait un petit jeu où chacun faisait des propositions, des choses comme ça. Et du coup, à l'issue de ces 2 sessions, j'ai rédigé un petit livret qu'on a remis aux élèves, comme ça ils ont pu le montrer à leurs parents avec les grandes lignes de l'atelier qu'on a mené et aussi tout le résultat de cet atelier fait avec eux sur comment soutenir un proche en deuil. Donc en espérant que voilà, après ça ait pu permettre d'ouvrir un petit peu le sujet au sein des familles, parce que comme je te le mentionnais, ça a été vraiment remonté de manière très très claire. La souffrance face à des deuils et même ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu pas mal d'élèves qui souffraient de deuil de personnes qu'ils n'avaient pas connues, donc de grands-parents qui sont décédés avant leur naissance, mais ils ne souffraient de ne pas avoir eu ces grands-parents, de ne pas les avoir connus et de ne pas pouvoir parler d'eux, en fait, de les faire un peu vivre dans leur mémoire. Et c'est vrai que plusieurs élèves ont mentionné très clairement le manque qu'ils avaient et la problématique qu'ils avaient pour aborder ces sujets avec leur famille. Clairement. Et du coup, je fais le lien avec l'épisode qui sortira la semaine prochaine, le 13 janvier, avec Désirée, que tu connais peut-être, qui a monté un spectacle qui s'appelle Allegra, la mort joyeuse, et où justement elle intervient dans les écoles, principalement avec les profs d'espagnol, parce que du coup elle parle de la tradition mexicaine et del Dia de los Muertos, et j'ai eu l'opportunité d'aller la voir. Et en fait, justement, elle a ce temps d'échange avec les enfants après, donc qui posent des questions qui sont plus ou moins, à part le côté suicide, parce que là, on est vraiment sur le côté, ok, mort et deuil, mais principalement au Mexique, donc il y a plus une notion de culturel ou de pratico-pratique, mais sinon, à 90%, dans les échanges là, enfin dans les retours que tu me donnes, on retrouve la même chose. Et justement, c'est hyper intéressant de voir que les jeunes ont ces réflexions-là, et il y avait l'un des professeurs qui a posé la question en me disant, voilà, qui connaît ses grands-parents? Voilà, quasiment tous les enfants ont levé la main. Qui connaît ses arrière-grands-parents? Il y a déjà pas mal de mains qui se sont baissées. Qui connaît ses arrière-arrière-grands-parents? Et je pense que dans la salle, il y avait environ 150 élèves. Il devait rester, 5 ou 10 mains levées. Okay. Et justement, c'était hyper intéressant parce que le prof avait cette notion aussi de transmission, tu vois, comme tu disais là, le fait de ne pas avoir connu, par exemple, des grands-parents qui sont décédés avant notre naissance ou quand on était tout petit bout de chou et que du coup, on a uniquement le partage et les souvenirs de ce que nos parents ou les oncles et tantes ont pu dire, mais nous, on n'a pas de souvenirs palpables avec eux. Et parfois, selon l'éducation sur la mort et sur le fait d'en parler, l'ouverture ou non sur le sujet dans la famille, potentiellement, on n'en parle même pas. Donc, on sait qu'on a des grands-parents, on sait qu'ils s'appellent comme ça, mais c'est tout juste si on connaît parfois leur métier ou ce qu'ils ont fait ou de quoi ils sont décédés. Et parfois, on n'ose même pas aller aborder le sujet. Ouais. Donc, justement, je trouve que des ateliers comme ça, en fait, c'est bénéfique de base pour les jeunes, parce que là, ils étaient à destination des jeunes, mais on parlait de petites graines tout à l'heure, c'est peut-être une petite graine plantée chez le jeune qui pourra aussi en planter une autre dans sa famille, enfin, chez ses parents et potentiellement dans sa famille. Et encore une fois, ça met cette notion de lien, d'intergénérationnel, d'un aspect très interdépendant, en fait, de l'humain, parce qu'on est interdépendant, mais ça aussi, on a tendance à l'oublier, on veut tous faire à notre petite sauce, mais voilà, c'était important de le mentionner. Ouais. Non, mais complètement. Ouais. Et puis encore une fois, cette création de liens, comme je disais, était aussi très notable, même au sein d'une classe établie, donc des élèves qui passent leur journée ensemble, mais finalement qui ont appris des choses les uns sur les autres, de se dire mais toi aussi t'as perdu ton chien, ou du coup t'as eu t'as vu ce lien se créer devant tes yeux, quoi. Enfin, un lien d'une profondeur qui en quelques heures en fait naissait et du coup qu'on a trouvé vraiment super intéressant. Donc là on a pour projet on va renouveler l'expérience là à la rentrée 2025, donc a priori ce sera février-mars, avec du coup le proviseur soutient le projet à fond, donc ce qui est vraiment super parce que ça demande du courage
Clairement. Voilà, ça demande beaucoup de courage, donc Bah, ça sort des cases, en fait, ça sort des cases, ça complètement, sort ouais, des normes et puis enfin, je veux dire, c'est le milieu de l'école, donc il y a aussi les parents qui sont de l'autre côté et complètement. justement, comme je viens de le dire, on ne sait pas comment les parents, appréhendent ou pas cette notion de la mort, Ouais. de la mortalité et du deuil, donc ça peut aussi mener à des alors peut-être pas à des conflits, mais du moins, de base, à des discussions de Mmh. dire: «Bah, pourquoi on va parler de la mort à mon enfant, quoi?» Oui, exactement, ouais. Mmh. Ouais, ouais, donc c'est vrai qu'on était un peu, un petit peu à juste titre, je pense, un peu, stressés par rapport à Mmh l'éventuel mh. retour des parents. Donc de toute façon, les parents avaient été prévenus en amont. Enfin, tu vois, c'était pas un traquenard, Oui. paf, on parle de la mort à vos enfants, vous le saviez pas. Donc il y avait pas eu de protestation, en tout cas des parents. Enfin, auquel cas, voilà, on aurait pu faire des aménagements. Mais et là, c'est vrai que maintenant on réfléchit. Donc là, on va renouveler ça avec l'ensemble des classes de sixième, du coup, du collège, parce que finalement, on s'est dit, bah autant. En troisième, en fait, on sentait déjà le poids des tabous qui était Mmh. beaucoup plus fort et une division entre les genres qui était déjà très présente avec finalement des jeunes filles qui en moyenne étaient beaucoup plus volontaires, beaucoup plus envie de participer, des garçons qui étaient plus en enfin assez ouais du coup assez genré hein enfin dans les stéréotypes de genre donc les garçons ados qui étaient plus genre ben moi ça m'intéresse pas ça me concerne pas Mmh. donc c'est vrai qu'on s'est dit ben on voyait plus d'intérêt à renouveler l'expérience avec des classes de sixième donc là ouais on va faire avec l'ensemble des classes de sixième du collège et on réfléchit à comment pouvoir élargir aux parents enfin comment voilà, Créer le faire lien. entrer ça exactement, ouais, exactement. Donc, est-ce que ça peut être un débriefing à la fin des sessions avec des parents? Est-ce que ça peut être un écrit, une petite vidéo? Enfin, voilà. Donc, on réfléchit aussi à ces questions-là, de se dire bah, comment on peut aller peut-être un tout petit peu plus loin encore là-dessus. Mais bon, Mmh. si J'ai on envie en de reste dire, déjà. il y a encore plein de choses à faire justement Oui. comme c'est des chemins, des sentiers, des options qui ont pas encore été trop, explorées. Bah, voilà, c'est le départ et puis, bah, au fur et à mesure du chemin, il y a, je doute pas, des choses et des ramifications qui se feront pour Ouais. créer encore d'autres liens. Justement, on a parlé là, du coup, plutôt de l'aspect, jeune avec les enfants, les ados. Il y a un autre côté qui est celui peut-être un peu plus à l'opposé de la vieillesse. Je sais que c'est pas encore totalement en place pour toi, mais notamment au niveau des EHPAD, peut-être de ce que tu as pu déjà préparer ou Mm. creuser. Est-ce que tu as envie de nous partager un petit mot sur justement cette notion de comment le lien se crée, peut-être se renforce aussi dans un moment où on sait qu'on est plus proche de la fin que du début, où on Mm. commence à parler de fin de vie, où on a des difficultés de santé, ou peut-être on a peur de mourir parce Mm. que on a peur de ce que ça va nous faire, et là je parle en ressenti physique, ou on a peur de laisser nos proches, ou il y a peut-être des conflits dans la famille, financiers, d'héritage ou enfin relationnels tout simplement, et que on est peut-être le pilier, on se dit si on s'en va ça va encore plus partir en Mm. cacahuète. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager de l'expérience qui est la tienne aujourd'hui? Ouais. Bah, déjà, un point intéressant, c'est qu'en général, quand je présente mon activité à quelqu'un que je ne connais pas, le premier réflexe souvent est de me dire ah tu travailles avec des personnes âgées ou c'est des personnes âgées qui viennent à tes activités uniquement. Alors étonnamment non, non et Mmh. en fait non, la majorité des personnes qui viennent à mes activités sont plutôt des personnes assez jeunes, même si j'ai quelques personnes de plus de 60 ans, 70 ans évidemment, mais en majorité non et parce qu'en fait, enfin j'ai l'impression que comme on disait en fait le poids des tabous, plus t'augmentes en âge en ayant vécu dans une société pleine de tabous, plus c'est dur en fait de revenir en arrière Ouais. quoi. Donc en fait mes activités sont pas forcément les plus facilement reçues par des publics de personnes âgées, bien au contraire. Donc ça Mmh. demande un travail beaucoup plus long, beaucoup plus délicat. Enfin, tu vois, j'ai par exemple plusieurs associations. Enfin, j'ai notamment, là, très récemment, une association qui avait prévu qu'on organise des apéros mortels au sein de cette structure. Et finalement, ils ont eu leur réunion, enfin leur conseil d'administration, où il y a quelques personnes âgées dedans qui se sont en fait opposées à l'idée.
Ouais. Donc même si les personnes n'étaient pas forcées de participer, bien évidemment aux activités. Mais en fait, pour eux, ils ne voulaient même pas que l'association programme ce type d'activité. Oui, Donc d'où le c'est vrai. besoin de Ouais, sensibiliser, d'éduquer, d'en parler en amont, enfin à toutes ouais. les strates, on va dire, de l'évolution de l'humain. Mais plus on prend les choses tôt, plus ça permet d'avoir des graines qui ont germé, qui sont pas juste des Exactement, graines, ouais. quoi. Exactement. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est un petit peu plus délicat. Après là, donc enfin j'ai discuté énormément l'année dernière avec des EHPAD. Donc moi j'ai connu quand même pas mal les EHPAD par deux biais très différents. Donc quand ma grand-mère était en EHPAD, j'étais bénévole donc pour faire des animations dans l'EHPAD où elle était. Et c'est vrai que du coup j'étais très proche de ma grand-mère et je voyais la gestion de la mort des résidents était très compliquée. Enfin, je me rappelle de cette anecdote que pas mal de gens peuvent avoir, peut-être avec leurs parents ou grands-parents, de ma grand-mère qui me demande où est passé son voisin de chambre, Mmh. qui avait disparu. Mais en fait, il était mort. Ouais. Mais ça n'avait pas été annoncé, ou en tout cas, elle était passée à côté de l'info. Enfin, l'info lui avait pas été communiquée, donc c'est vrai que j'avais trouvé ça déjà pas super. Donc elle a pas pu lui dire au revoir et tout ça. Enfin, vraiment, elle l'a appris en patatrac, genre la chambre était vide. Voilà, tout avait été nettoyé. Ouais, pas de rituel, pas forcément de Rien, non, 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 rien du commémoration. tout. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et l'autre, du coup, dans le même sens, c'est pendant mon stage en pompe funèbre, du coup, j'ai voulu participer pendant quelques jours avec les équipes qui allaient chercher les personnes défuntes. Ouais. Donc soit à l'hôpital, enfin souvent dans leur lieu de vie, donc des fois en EHPAD. Et c'est vrai que la plupart du temps, on allait chercher les personnes en EHPAD aux heures des repas, en passant par la porte arrière, les portes de service à l'arrière pour pas qu'on nous voit. Voilà, donc c'est une manière de vivre la mort qui vraiment invisibilise en fait la mort, et je pense qu'il y a d'autres manières de faire. Donc je veux vraiment pas généraliser parce que ça se passe pas du tout pareil dans tous les EHPAD de France, mais c'est quand même des problématiques qu'on retrouve souvent. Et à leur décharge, c'est aussi parce que ils n'ont pas été formés à comment on gérait la mort finalement. Enfin, c'est un sujet qui est aussi, même si on peut croire que la mort est un sujet omniprésent en EHPAD, non, la mort des résidents est omniprésente. Par contre, le sujet de la mort n'est pas du tout omniprésent. En fait, c'est un sujet qu'on évite. Clairement. Qu'on évite. Les gens ne sont pas formés là-dessus, donc chacun fait comme il peut en fait. Et donc comme on nous a appris que la mort fallait pas la voir, voilà, tout le monde s'est dit c'est mieux de faire sortir les gens par la petite porte arrière, comme ça on rend pas les résidents tristes, ils Mmh. voient pas la personne partir. Mais bon, clairement, alors je suis pas la seule à être convaincue que ça, mais qu'il y a d'autres manières de, entre guillemets, gérer le deuil des résidents en EHPAD. Donc Ouais. c'est pour ça que je suis là en discussion avec pas mal d'EHPAD qui sont intéressés. Donc ce serait pour commencer par un travail avec les personnels dans un premier temps, pour réfléchir à comment, dans chaque EHPAD, en fonction de sa situation, comment actuellement on gère le deuil d'un résident, enfin comment on informe les gens, comment on informe les résidents, comment on informe la famille, comment en tant que personnel on trouve du soutien, parce que en fait c'est super dur aussi pour les personnels de Oui, voir le deuil des soignants, exactement, ouais, on en parle peu parce que c'est censé être dans leur normal. posture professionnelle, mais en fait, on oublie que oui, OK, ils sont soignants, mais c'est surtout des humains, hein, et Bah oui, c'est qu'il ça, et que y a tu des t'habitues liens pas. qui ouais, et puis parfois, il y a des liens qui se créent de manière plus profonde avec tel ou tel résident. Ça veut pas dire qu'ils aiment pas les autres, c'est juste que, il y a un écho, il y a quelque chose qui fait qu'avec ce Ouais. résident ou cette résidente-là, c'est plus voilà, c'est plus fort, c'est plus profond, et quand cette personne, elle part, forcément, le C'est deuil est dur, plus ouais. profond aussi et plus difficile. Ouais. Ouais, voilà, là tu parles des personnels soignants, et même en fait en allant même plus loin, enfin là du coup les ateliers seraient à destination de tout, idéalement de tous les personnels, parce qu'en fait les personnels de ménage, de cuisine, en Oui. fait sont au contact des résidents, résidentes, et souffrent aussi d'une manière ou d'une autre de ces deuils. Donc voilà, de couvrir aussi comment, en tant que personnel, on peut trouver des espaces de parole, trouver éventuellement un soutien professionnel dans certains cas où on a Mmh. besoin d'être accompagné individuellement, et comment les résidences, encore une fois, en prenant en compte leurs moyens, leur mode de fonctionnement, mais peuvent créer, recréer des rituels, un lieu de commémoration, des hommages avec les résidents, des hommages pour la famille. Enfin voilà, comment on peut réinventer en fait la manière dont on gère le décès des résidents, résidentes en EHPAD. Donc ça, c'est quelque chose que je suis très, j'espère vraiment commencer début 2025, et c'est quelque chose qui, ça paraît bizarre à dire sur ces sujets, mais m'enthousiasme beaucoup parce que je pense que ça répond à un réel besoin.
Ouais, clairement. Ouais. Le besoin du bien vieillir, d'une certaine qualité de vie et c'est prendre en compte, la notion du deuil pour les personnes qui sont résidentes et qui ont perdu un autre Mmh. résident, pour les soignants, pour les familles, aussi Ouais. et justement ça me fait écho à l'épisode que j'ai enregistré avec Sandra qui est, clown en milieu hospitalier, que Oui. ce soit pour les enfants ou en EHPAD et voilà, qui est une manière, il y en a plein d'autres, hein, mais qui peut être une manière en tout cas aussi d'en parler. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse d'aller creuser, ce sujet-là. Et du coup, pour clôturer un petit peu notre échange, tu disais tout à l'heure, tu parlais de tes spectacles conférences. Je sais aussi que tu as une chaîne YouTube. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter? Bon, pourquoi? Je pense qu'on aura compris les thématiques, J'espère. mais qu'est-ce que tu as a priori, ça a l'air assez clair. Donc, tu es sur le bon podcast pour parler de ces sujets-là normalement. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour conclure? Alors pour me trouver, sur les réseaux sociaux, de base, donc je dis de base, oui, Facebook, Insta, je suis sous, La Chouette Funéraire et la chaîne YouTube s'appelle La Mort concrètement. Voilà. Et après, toutes les infos et notamment par rapport, donc ouais, j'ai 2 spectacles conférences donc que j'ai, coécrit et co-créé avec, des comédiennes, professionnelles de l'improvisation théâtrale notamment. Donc deux formats différents, des thématiques différentes, parce qu'en fait il y a tellement de thématiques autour de la mort, comme tu le sais, que voilà, en fait on n'a pas trop de deux spectacles pour couvrir pas mal de sujets. Et ça, il y a toutes les infos sur mon site qui est très mal référencé actuellement car je ne m'en suis pas occupée, qui s'appelle lachouettefunéraire.fr. OK. Et du coup, c'est quoi les 2 thématiques, respectives de chacune de Ah, il ces couvre, spectacles alors chacun conférences? couvre pas mal de thématiques, mais le commun des vivantes va couvrir également pas mal la partie fin de vie. Donc OK. on parle fin de vie, décès et l'après, donc ce qu'on laisse derrière nous en fait. Et Mmh. donc ce spectacle-là, il y a une plus grosse partie d'improvisation théâtrale, donc c'est plus, on va dire, un spectacle conférence, et l'autre qui s'appelle Une autre histoire de la mort. Donc là, c'est plutôt une conférence théâtralisée. Donc il y a une plus grosse partie conférence. Et OK. là, du coup, je traite pas mal du deuil de la mort à travers l'histoire, en fait, depuis toujours, quoi. Comment les êtres vivants ont géré la mort, le deuil. Ça parle des animaux, ça parle des aspects culturels, anthropologiques autour de tout ça. Donc il y a pas mal de petites thématiques, et c'est un spectacle également interactif avec le public, donc Mmh. qui est aussi un prétexte à ensuite, après le spectacle, avoir des super discussions avec tout le monde. Aller planter des graines. Ouais, exactement. Des graines Plein, de vie pour plein parler en de la même temps. mort. Exactement. Trop chouette. Bon, dans tous les cas, tout ça, sera en description pour que les gens puissent aller, retrouver tes différentes activités. Moi, je voulais vraiment te remercier d'avoir parlé avec moi de ce sujet de l'universalité de la mort pour commencer 2025 et puis dans un mois où on est généralement sur, «OK, je pose des bonnes résolutions, je Mmh. pose des intentions pour mon année» et cetera. J'ai envie de vous inviter et puis libre à vous de voir si ça résonne ou pas, mais est-ce qu'il y a pas moyen de faire une petite place, toute petite, hein, mais une toute petite place à la mort, de planter une toute petite graine, et de se dire: OK, peut-être, envisager d'aller à un apéro de la mort ou un apéro mortel ou tiens, rien que de lire un bouquin sur ces sujets-là ou peut-être de me rendre à un atelier, par chez moi, qui me permet de regarder un peu, c'est quoi les directions anticipées ou de sensibiliser justement, sur l'aspect aussi funéraire. Voilà, de se dire: «OK, si je devais faire une action qui me sort de ma zone de confort, qui me challenge un petit peu, mais sans que ça me fasse trop flipper, de faire le premier petit pas, ce serait quoi?» Voilà, moi j'avais envie de vous laisser avec ça. Est-ce que tu voulais nous donner un petit mot de conclusion, Aurélie? Non, c'est une super, je pense que c'était une excellente conclusion, effectivement, et de se dire qu'en fait, penser à notre mortalité et mettre ces petites graines, en fait, nous permet essentiellement de reconnecter vraiment avec la vie. Donc dans des temps qui sont pas évidents, finalement, de se reconnecter avec notre humanité à tous et toutes, paraît comme une excellente résolution pour la nouvelle année, ouais. Génial. Eh ben écoute, je pense qu'on peut laisser tout le monde avec ça alors. Merci Au beaucoup. travail du coup. Merci beaucoup et puis dans tous les cas, on reste en contact. Encore un grand merci Aurélie. Merci Charlène. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies.
Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?